C'est encore pire que les pick-up parce que un pick-up reste un véhicule pratique pour travailler. Là, quand on tombe dans des véhicules comme un Charger, Challenger, Mustang, Corvette, etc., c'est des véhicules de passionnés. Alors, le son, l'expérience, les changements de vitesse, la transmission, tout ça, l'expérience fait partie de pourquoi on achèterait ces véhicules-là. Fait que c'est encore plus important quand on vient changer de motorisation, peut-être qu'on... Les Dodge, ça fait depuis le début, ils roulent presque des V8. Depuis toujours. Puis là, ils veulent éliminer ça à 100%. Aujourd'hui au Torque Podcast, est-ce que la Charger Daytona EV sera un succès ou un flop? C'est la question que je me pose aujourd'hui parce que ils viennent de lancer les précommandes pour le nouveau modèle, le nouveau muscle car électrique, 100% électrique, je me rappelle, qui vient remplacer la Dodge Charger ainsi que la Dodge Challenger, qui est maintenant nommée le Dodge Charger Daytona EV. Regardez, est-ce que ça sera un succès? Est-ce que ça va être un flop? Aujourd'hui, je vais vous faire un peu qu'est-ce que j'en pense. La semaine passée, on commence les précommandes de la Charger Daytona EV. Et qu'est-ce que je peux voir en ligne présentement, autant sur Instagram que YouTube, sur pas mal toutes les plateformes? La réponse est assez négative des fans. La part des gens sont comme un Dodge sans un V8, c'est pas un vrai Dodge. Sans le Hemi, c'est pas un vrai Dodge. Tous les fans de Mopar sont... je pourrais dire que la communauté en général sont très négatifs. Ils ne reçoivent pas bien la nouvelle. Ils n'aiment pas ça. Ils disent que personne ne va faire de précommande. Tout le monde boycotte Dodge, tout ça. C'est sûr et certain que c'est un modèle qui fait un petit peu polémique, je pourrais dire, parce qu'on rentre dans un marché qui est différent des autres, je pourrais dire. La plupart des autres EV, les véhicules électriques qu'on trouve sur le marché, c'est des véhicules, des VUS Sport, des VUS à 3 rangées. On a des pick-up, ces choses-là. Ils ont tous un certain côté pratique, je pourrais dire, puis qui peut plaire à monsieur tout le monde. Là, on rentre dans une voiture sport, style muscle car, qu'il y avait déjà une clientèle d'établi et aussi un fanbase, on va se le dire. Mopar ou no car, c'est comme ça que ça marche. Puis moi, j'ai évolué longtemps dans cette communauté-là, je pourrais dire. Mustang, Challenger, Charger, Camaro, Corvette, etc. Je m'en souviens, là, regardez, là, je travaillais chez Ford, il y en a qui me montraient leur tatou, là, Dodge, ou Mopar, ces choses-là. Je respectais ça, je trouvais ça cool, ces choses-là. Là, on vient essayer de leur faire avaler la pilule électrique. C'est pas la même clientèle que vendre un Ioniq 5 ou vendre un Tesla. C'est pas la même clientèle qu'on va rejoindre. Puis ça peut être un petit peu ça qui est dur à avaler de ce côté-là. C'est non seulement le côté électrique, mais c'est aussi à quelle clientèle qu'on s'adresse pour ce produit-là. Fait que là, la communauté n'est pas contente. Mais vous allez me dire, la communauté, c'est peut-être pas juste eux autres qui achètent ces autos-là. Il y a peut-être d'autres personnes. Oui, c'est vrai. Mais on le voit que déjà là, on dirait que Dodge, ils savent que ça va être difficile peut-être avoir des précommandes ou vendre ces véhicules-là dès le début. Même s'il y a un crédit du gouvernement, autant aux États-Unis qu'au Canada. Je vous parle surtout du marché en général aujourd'hui, pas juste le Québec qui est dans sa bulle électrique. Je vous rappelle qu'en Amérique du Nord, il y a juste 2 endroits qui prévoient de faire la loi que juste des véhicules électriques par 2035. Le Québec et la Californie. Toutes les autres, il n'y a aucun deadline comme ça. De ce côté-là, regardez, on offre un crédit gouvernement. Ils donnent des cadeaux aussi là, avec la précommande. Un service VIP concierge. Ils donnent des packs de recharge. Quand vous allez aller recharger, vous allez avoir des crédits pour recharger gratuitement à certaines bornes. Vous allez avoir aussi des leçons sur la piste de course,
des gants en cuir. Ça, c'est en tout cas, c'est aux États-Unis qui donnent ces fameux cadeaux-là. Souvent au Canada, c'est similaire. Puis, je vais être franc avec vous, c'est cool les programmes de course, puis ils vous apprennent comment piloter votre véhicule, ces choses-là. Mais c'est pas tous les programmes qui sont faits égaux. Moi, je me souviens, chez Ford, on en donnait avec les Fiesta ST, les Focus ST, les Raptors, ces choses-là. Puis c'est encore de mise chez Ford, mais regardez, souvent, c'est des... Oui, vous avez des leçons gratuites, mais souvent, il faut emmener votre véhicule. C'est vous qui payez votre voyage pour se rendre là-bas. Toutes vos dépenses, là, logement, tout ça, voyagement, manger, vous avez juste les leçons. Puis, ça dépend des fois. Il y en a, il faut que vous emmenez votre véhicule. Fait que je vous donne un exemple. J'ai déjà été à l'école de Raptor, de chez Ford Racing. Puis, c'était au Utah. Fait que, en tout cas, s'il fallait que j'emmène mon Raptor jusqu'en Utah, ça fait quand même une bonne run pour aller faire juste un cours de conduite. Mais souvent, il offre ça avec ça. Fait que, tu sais, c'est des cadeaux un peu, pas empoisonnés, mais c'est pas tout le monde qui vont le faire. Puis en plus, le dernier cadeau qu'il vous donne dans la précommande, il donne des gants en cuir pour piloter votre véhicule, monsieur le car électrique. Fait qu'on voit qu'il essaie de se séduire. On a vu le nouveau CEO de chez Dodge, parce que l'ancien, il a démissionné, celui qui avait tout lancé, là, tous les fameux Hellcat, puis tout ça, les 392, puis qu'il faisait des Demon, puis des packages pour modifier vos Hellcat. Ce gars-là, lui, il est parti. Là. D'après, on ne sait pas les raisons, puis ils ne diront pas, mais je pense qu'il voyait où est-ce que ça s'en allait, ça lui plaisait pas, à mon avis à moi, puis il n'était pas content que ça. Fait que le nouveau CEO est pas gros pour les petits cadeaux pis ces choses-là. Fait que c'est ça qui se passe chez Dodge. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre la précommande? Tu sais, je vous rappelle que chez Ford, ils ont confirmé, c'est confirmé par le CEO, ils vont faire des V8 jusqu'à temps qu'ils ne peuvent plus en faire ou que ça soit interdit. Mais pour l'instant, pour eux, c'est important de continuer la Mustang et les V8. Puis, je vais vous le dire, avant qu'on parle de véhicules électriques, j'étais dans la révolution que j'appelle EcoBoost chez Ford. Puis les gens, ils étaient hésitants au début d'aller avec un V6 Twin Turbo. Puis il y en a encore aujourd'hui, après plus de 15 ans de ça, qui lançaient l'EcoBoost. Il y en a encore qui aiment ça avoir un V8. V8 5 litres. J'en ai eu un à l'essai la semaine passée, un F-150 V8 5 litres. Ça allait super bien. Mais, comment je peux vous dire... C'est une erreur que Ford avait failli faire dans le temps. Il avait failli enlever complètement le V8 puis aller EcoBoost all the way. Puis ils l'ont pas fait. Puis une chance qu'ils l'ont pas fait parce que ça gardait un peu une clientèle. Puis à un moment donné, une clientèle qu'ils veulent absolument un V8. Puis eux autres, c'est ça qu'ils veulent. Puis tu l'offres plus dans ta gamme. Puis il y a une autre marque qui l'offre. Mais souvent, la clientèle peut se revirer vers une autre marque. Fait que c'est un petit peu ça que je trouve qu'ils font chez Dodge présentement. Puis c'est encore pire que les pick-up parce que un pick-up reste un véhicule pratique pour travailler. Là, quand on tombe dans des véhicules comme un Charger, Challenger, Mustang, Corvette, etc., c'est des véhicules de passionnés. Alors le son, l'expérience, les changements de vitesse, la transmission, tout ça, l'expérience fait partie de pourquoi on achèterait ces véhicules-là. Fait que c'est encore plus important quand on vient changer de motorisation, Dodge, ça fait depuis le début, ils roulent presque des V8. Depuis toujours. Puis là, ils veulent éliminer ça à 100%. Est-ce qu'ils font une erreur? Est-ce qu'ils ont observé qu'est-ce qu'ils ont fait dans les autres compagnies et ces choses-là? Autant dans les muscle cars que dans les pick-up. Je vous rappelle que chez Ram aussi, on élimine le V8 5.7 litres, Hemi. Là, il élimine le V8 à 100%. Je sais que j'en ai déjà parlé dans le passé, mais je reviens là-dessus aujourd'hui. Là, on continue des Durango 392 avec des Hellcat puis des Wrangler 392. C'est quoi qui se passe, là? On n'en fait plus, mais ces modèles-là, on continue un peu avec ça. Puis là, c'est la dernière année, mais en fin de compte, c'est pas la dernière année. Puis là, c'est quoi le niaisage avec ça, là? Tu l'enlèves-tu? Tu le fais-tu pour de vrai ou tu le fais pas pour de vrai? Je trouve que c'est tout croche présentement. Chez Dodge puis chez Stellantis en général,
continuer les Durango, les Wrangler 392, les Hellcat dans le 392. On a encore une coupe de moteurs là, qu'on peut passer. Puis le Wrangler et le Durango n'ont pas changé. Puis tandis que les autres modèles changent, avec là, on continue à les passer comme ça. Je trouve ça ordinaire, surtout pour les fans qui veulent peut-être avoir un modèle plus rare ou qui s'est fait vendre que c'est la dernière année puis ton modèle va prendre la valeur. Là, du jour au lendemain, on continue à en faire. Je trouve ça très, très, très ordinaire. Puis, mettre le nom Charger, qui était, on va dire, c'est un icône. Puis, c'est un icône qui a vu le jour... vraiment, dans les années des muscle cars, dans les années 70, ces choses-là. Puis, il y a eu une seconde vie, je pourrais dire, avec la série Fast and Furious, tout ça. Puis, c'était vraiment le véhicule à Dominic Toretto. Puis, les gens, avec plusieurs générations, ça a venu continuer l'image du Charger. Puis là, le rendre 100% électrique, moi, je trouve que c'est une pilule qui est dure à avaler pour les fans. Puis, je trouve que, encore une fois, chez Dodge, on dirait qu'on n'a pas pris l'exemple qu'on a vu ailleurs, comme chez Ford. Chez Ford, au début, ils ont fait la Ford Mustang Mach-E, qui n'est pas nécessairement une vraie Mustang, qui n'est pas un muscle car, que c'est un VUS coupé, qui a l'attitude d'une Mustang. La pilule avait été très dure à avaler au début. Puis, je pense que Ford, ils ne visaient pas vraiment la clientèle de Mustang, puis ils ont gardé la Mustang avec le V8, avec le GT, tout ça. Mais les gens, ils sont allés chercher comme une autre clientèle, à cause que c'était un VUS, c'était pas un autosport. Puis, les vrais fans de Mustang font comme ça, c'est une Mach-E, on s'en fout, on l'ignore, c'est la honte de la famille. Mais tu sais, faut se dire, les gens qui sont passionnés de Mustang, ces choses-là, moi qui ai déjà été dans cette communauté-là, puis dire n'importe quoi, là, tout le monde respecte tout le monde, puis tout le monde aime tout le monde. Ça marche pas comme ça dans la communauté automobile. Dans les groupes de Mustang, dans les shows de chars, c'est Mustang GT. Quand t'avais un V6 ou t'avais un EcoBoost, le monde, je sais pas, ils te respectaient pas. Les gens, ils faisaient comme moi, c'était pas une vraie Mustang. Ça a toujours été comme, soit que t'avais une GT, ou sinon t'avais une Cobra, ou sinon t'avais une Shelby, un GT350, un GT500, etc. Ça a toujours été comme ça. Mais là, pointe-toi pas un meet de Mustang avec ta Mustang Mach-E. Le monde va faire comme, wow, qu'est-ce que tu fais là? En général. Oui, il y a des groupes qui vont l'accepter, n'importe quoi. Mais je vous parle en général. Mais là, je pense que c'est peut-être ça qui peut arriver avec la Dodge Charger Daytona. C'est que les gens, on dirait qu'avec tous les commentaires que j'ai lus en ligne, on dirait qu'ils la mettent dans une section vraiment, ça, c'est un auto qui est pas cool. Même si tu la jettes, même si tu dis que tu vas vite ou n'importe quoi, elle est pas cool. T'es dans la section, non, t'es pas cool. T'es comme dans la voiture qui détruit la réputation, la voiture qui détruit l'héritage Mopar. T'es dans le véhicule qui est anti-V8. Je pense que peut-être le backlash peut être assez intense, que ça va affecter le modèle à l'essence qui s'en vient, puis que là, il a été repoussé à milieu 2025, peut-être même qu'il va être repoussé à 2026 si ça continue. Puis s'il roule trop sur une mauvaise réputation du modèle électrique, je pense que ça va affecter aussi le modèle à l'essence qui ne sera pas V8, que je vous rappelle qu'il y aura le moteur Hurricane, un 600 lignes turbo. Même si le 600 lignes turbo fait un beau son, ou même s'il fait un beau bruit, je pense qu'il va être peut-être affecté. Parce que ça risque de faire la même chose que quelque chose qui est à mode. Mais tu sais, quelque chose qui n'est pas à mode. Là, lui, il va tomber dans une espèce de tourbillon que si tu as ça ou tu es associé à ça, ça sera pas cool. Ça sera comme l'envers de quelque chose qui est à la mode. C'est comme, si tu as cette nouvelle affaire-là, c'est vraiment pas cool. Fait que moi, je pense que ça risque d'arriver, puis ça risque d'affecter les ventes des ceux à l'essence dans le futur. Regardez, on va se le dire, là, Stellantis, là, quand c'était le pic de vente des modèles électriques, il n'y avait aucun modèle électrique. Là, ils étaient en retard là-dessus. Là, leur modèle électrique commence à être prêt, mais là, on est dans la chute des véhicules électriques. Je parle en général, pas juste au Québec.
Alors, puis pourquoi je parle pas juste du Québec, même si c'est du contenu pour les Canadiens français. Le Québec, c'est pas le milieu de la terre, puis c'est pas parce que le Québec a décidé d'acheter quelque chose que ça va sauver la compagnie. C'est en gros le marché États-Unis, Canada en général qui va affecter vraiment quelque chose. Même si nous, on se met tout à acheter des Chargers, puis le reste des États-Unis, puis le reste du Canada n'en achète pas, ça marchera pas. Fait que là, ils lancent plein de modèles électriques quand personne n'en veut. Personne ne les achète dans les concessionnaires. Les concessionnaires, ils viennent avec trop d'inventaire. Là, ils tombent avec ce produit-là. Il y a même des concessionnaires Stellantis qui ont dit « On n'en veut pas, on n'est pas capable de les vendre. » Aux États-Unis, encore une fois. Fait que c'est pas super de ce côté-là. La bonne nouvelle, au moins, c'est que je trouvais qu'à comparer les prix aux États-Unis, les prix peuvent monter autant. Écoute, c'est un modèle qui est fait au Canada. Fait que ici, ça coûte 57 790 $ pour le modèle de base. Puis le modèle de performance, il est 89 790 $. On va dire 90 000. Mais même aux États-Unis, il peut monter à 90 000 $. Fait que c'est encore plus dur à avaler la pilule pour les Américains que nous, au Canada, de ce côté-là. Fait que il y a moins de chances de faire des ventes. Et au moins, aussi au Canada, on a cet avantage-là. Il est un petit peu moins cher, je pourrais dire, qu'aux États-Unis. Mais est passée où la fameuse guerre des horsepower, comme on avait depuis des années de temps dans les muscle cars, dans les pick-up et dans tout ça? Dodge était le champion de faire comme on a des Hellcat à 707, puis là à 717, puis là après ça a monté. On était rendu à 797 avec le Red Eye. Les Demons en haut de 800 HP. Là, ils ont tout abandonné ça. On dirait que tous les gens ont été mis dehors, là, puis c'est fini ce temps-là. Puis pendant ce temps-là, chez Ford, on sort une nouvelle Ford GTD pour compétitionner contre des Porsche, tout ça, 815 HP. Puis là, on s'en vient avec un nouveau modèle en haut de la Dark Horse là, qui va venir remplacer la GT500. Ça va sûrement avoir du 800 HP. Corvette, eux autres, 1064 HP, puis c'est pas notre gros modèle. La ZR1, on va sortir une Zora, peut-être, qui va avoir 1200 HP. Ça, c'est la rumeur, là. Si vous voulez aller voir mon vidéo, j'ai fait une vidéo sur la Corvette Zora, là. GM, tout ça, il continue. Oui, Camaro est plus là. Mais Ford continue avec des V8, avec la Mustang. GM continue avec des V8, avec la Corvette, tout ça. C'était le fun des modèles américains. C'est ça qui rendait ça unique. Des gros muscle cars, les gros cylindrés, une technologie des fois un petit peu plus archaïque, un peu plus old school qu'on retrouvait. Des 6 en ligne, ces choses-là, c'est des affaires de véhicules allemands ou des japonais. On n'en veut pas dans les véhicules américains. C'est comme, comment je pourrais vous dire? Je compare souvent ces véhicules-là comme une caricature d'un restaurant. Si tu veux aller manger des burgers, tu veux manger un vrai burger américain. Tu veux pas un burger à la sauce thaï ou à la choucroute allemande ou je sais pas trop quoi. On veut un vrai burger américain. Puis là, ils sont en train de défaire la recette d'un vrai muscle car américain. Bon, le Charger a toujours été un peu associé à des bateaux, des véhicules qui étaient pas agiles, des véhicules qui étaient lourds. Là, la nouvelle Charger Daytona EV va peser 5838 livres, presque 6000 livres. C'est 1300 livres plus pesant que le modèle le plus lourd de Charger qu'il y avait auparavant. C'est un modèle 4 portes. Là. Le 4 portes n'est pas encore sorti pour la version électrique. Le 4 portes peut-être qu'il va être encore plus pesant. Il va être encore plus pesant, encore moins agile qu'auparavant. Ils disent que le top speed, by the way, du Charger EV sera de 215 km/h. C'est moindrement dans la course de ces choses-là. Juste avoir un véhicule sport qui a au-dessus de 600 HP qui est bloqué à 215 km/h, c'est n'importe quoi. Là, il y en a qui vont me dire « Oui, mais on peut pas rouler plus que ça sur l'autoroute. » On parle
on parle là, de véhicules. Là. Il y en a, là, pour aller à la piste de course, ces choses-là, là, des fois, tu peux dépasser les 215 km/h, by the way. Là. Moi, j'ai déjà été faire de la track, puis j'ai touché presque le 300 km/h souvent. C'est juste comme, c'est ridicule. C'est 215, là. Ça me fait penser quasiment à des modèles dans le temps qui étaient bloqués à 180 puis ces choses-là. On voit que on veut juste une accélération. C'est même pas une voiture sport de ce côté-là. Puis parlant d'accélération, elle est en arrière des autres modèles. La Tesla Model 3 Performance est plus rapide, 0 à 100. Hyundai Ioniq 5N, plus rapide. C'est pas des 2 portes muscle car, là. C'est un modèle. Il y en a une, c'est une berline 4 portes, puis l'autre, c'est une espèce de VUS sport. Beaucoup plus pratique. Puis en plus, la Tesla est presque 20 000 de moins. Puis la Hyundai est 10 000 de moins cher que le Dodge Charger. T'sais, on voit, ils sont pas dans le game pantoute. On va se le dire. Si vous êtes pro-électrique, vous avez ça électrique, je fais pas mal plus confiance à Hyundai et à Tesla en leur technologie puis leur système de charge, ces choses-là. Puis il y aura plein de technologies dans la Tesla qu'on ne va pas retrouver dans le Charger. Là. Des autopilotes, puis tout le système, comment recharger, les superchargers, tout ça, etc. Puis tous les gadgets qu'on trouve dans la Ioniq 5N. Puis oui, celui-là, il va faire du bruit avec des speakers à l'extérieur. Mais c'est juste que je pense que même si il y en a qui vont dire c'est cool et ces choses-là, je pense que si les puristes n'aiment pas ça puis la mettent sur la section pas cool, c'est un peu comme dans le temps dans Top Gear, là, il faisait des sections. Là. Ça, ce véhicule-là, il est cool, celui-là, il est pas cool, lui, il est hot, puis tout le kit. S'ils la mettent dans la section pas cool, je pense que les gens en général font comme je ne vais pas dépenser 90 000 pour me faire dire par ma communauté ou mes amis qui ont d'autres voitures que c'est pas cool. Moi, je pense que ça risque d'arriver de ce côté-là. Est-ce que le Charger Daytona EV sera un flop? Seul l'avenir va nous le dire. Vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que, puis beaucoup de gens qui sont dans le domaine, tous aux États-Unis et non dans des provinces et États subventionnés pour pousser l'électrique. Malheureusement, j'ai pas de subvention pour pousser les batteries puis tout le truc électrique. Fait que moi, je peux parler mon gros bon sens là, sans être en pousser vraiment un agenda. Moi, je pense que ça va être un flop. Je pense que ça va être la deuxième grosse erreur qu'ils vont avoir fait après le Hornet. Le Hornet, c'est un de leurs pires véhicules qu'ils ont jamais fait. Là, le core, l'essence, les passionnés, qu'est-ce qu'ils aimaient de ces véhicules-là, ils viennent tous de l'éliminer d'un coup. Regardez, là, chez Dodge, de tantôt, là, il va rester quoi? Là? Là, il y a le Hornet qui se vend pas. Là, il va y avoir le Charger EV que peut-être les gens n'en voudront pas. Le Durango qui est dépassé littéralement, qui a besoin d'un nouveau modèle. Il y a des rumeurs que ça va s'appeler un Dodge Stealth. Mais en place de faire un char cool, genre japonais all-wheel drive avec un moteur turbo en dessous du capot, ça va être un VUS. Arc. Ça, c'est pareil comme faire un Eclipse Cross. Là. Il reste quoi chez Dodge? Il reste quoi? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Puis ils sont en train de détruire la compagnie. Même le petit garçon, l'arrière petit gars de Chrysler, il a essayé de racheter la marque. Puis comme, je veux racheter ça à Stellantis parce que Stellantis est en train de détruire l'héritage de Chrysler puis de Dodge puis tout le kit. Puis ils veulent pas y vendre. Là. Mais il a raison d'un côté. Je sais, il y en a qui vont dire on s'en fout, on connaît pas l'histoire, puis on n'a pas besoin d'être nostalgique. Moi j'aime ça. J'aime l'histoire des véhicules, leur origine, de où ils sont partis, comment ils ont évolué avec le temps. Puis, je vous rappelle que Dodge faisait juste pousser ça
dans le marketing, dans les publicités à la télé, le Brotherhood, l'histoire des frères Dodge, puis l'héritage est là, puis là, tu vois les frères Dodge courser, puis évoluer avec le temps. Je trouvais que c'était des bonnes publicités, puis ça venait donner une espèce de côté legit un peu à leurs produits, puis à chaque fois qu'ils lançaient un produit, ils remontaient les horsepower, puis ils faisaient des choses qu'on n'a jamais vues, puis Dodge était synonyme depuis longtemps pour des horsepower abordables qu'on appelle, avoir beaucoup de chevaux vapeur à bas prix, puis selon moi, ils sont tous en train de détruire ça. Alors, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que ça va être un succès ou un flop? C'est-tu une erreur? Non, c'est l'évolution. On ne veut plus de tes véhicules à gaz, Jules, puis tu devrais chauffer une trottinette avec une bicyclette, là, même s'il faut que tu fasses 3 heures de route. Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. On se revoit dans un prochain podcast.